Bonjour à tous et merci d'être présents cet après-midi pour ce premier webinaire IAV-PNDV. Donc, merci d'être aussi nombreux à avoir choisi de passer la dernière heure avant ce couvre-feu avec nous. Donc, 1 heure de présentation et 1 heure d'échange autour des techniques curatives contre les maladies du bois. Donc moi, je m'appelle Anastasia Roy, je suis chargée de mission pour le plan national des périssements et ma présentation, en fait, se veut une synthèse des pratiques curatives jusqu'ici, tout ce qui a pu être organisé ou qui a pu être fait dans le cadre de pratiques comme du curetage, du regreffage ou du recépage. Donc mon objectif n'est pas de vous apprendre à réaliser ces techniques, mais plutôt vous donner les clés pour vous guider, vous accompagner dans vos choix, des choix de votre vignoble, pour avoir des vignobles forcément beaucoup plus résilients vis-à-vis des maladies du bois. Donc j'ai essayé surtout de faire une compilation de l'ensemble de ces infos. On a rassemblé les infos disponibles et existantes, donc produites par les chambres d'agriculture, par l'IEV, mais également par les interpros et aussi par certains vignerons. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des clés pour vous accompagner dans vos choix. Donc, et Adeline Alonso-Gaglia complétera vraiment ma présentation avec une analyse plutôt sur l'interaction entre pratique et rentabilité économique en prenant l'exemple du curetage. Donc, première technique dont on va aborder aujourd'hui, dont on va parler, c'est le recépage. Donc, une technique plutôt préventive, on le verra par la suite en la détaillant, vous le verrez, ma présentation est organisée à chaque fois de la même façon. On va parler d'abord de la technique, on va voir ses avantages et inconvénients, et puis après, quels sont surtout les points de vigilance et la méthode à mettre en place, et on finira par une partie efficacité et une partie coût. Donc, première technique, comme je l'ai dit, le recépage, donc une technique préventive, donc avec un objectif, bien entendu, c'est de créer, alors ça se voit assez facilement sur la photo qui est là, c'est recréer un nouveau tronc à partir d'un jeune pampre. Donc, on va recréer ce nouveau tronc, on va recréer une charpente pour supprimer l'ancien bois et forcément rajeunir le tronc pour éviter l'apparition des maladies du bois ou notamment pour améliorer, dans certains cas, le rendement. Donc, l'intérêt de la technique, il est tout trouvé, c'est qu'on maintient un système racinaire en place qui est bien développé, qui permet de garantir un retour en production assez rapide. Donc, c'est une technique qui est plutôt utilisée en France, on la trouve dans les régions de Cognac, mais également du sud-ouest. Mais par contre, elle est utilisée dans de nombreuses régions viticoles européennes et assez pratiquée. Donc, 2 techniques de recépage, une qui s'appelle le recépage qui est précoce, on le verra, on le fait en amont, et puis une seconde après qui s'appelle le recépage forcé. Donc le recépage précoce, donc on arrive dans une gestion, on anticipe l'apparition des symptômes de maladie du bois, donc comme vous le voyez sur le dessin sur votre droite, donc c'est un dessin qui a été réalisé par l'IEV dans le cadre d'un programme coordonné par l'IDFV, c'est un programme européen qui s'appelle Y Network, donc ce dessin-là est issu de ce programme. Donc avec, on part d'un pied de vigne classique, on va attendre qu'il y ait un pampre qui se forme au niveau de ce pied. On va sélectionner un pampre qui est bien droit, qui est dans le sens du rang. Puis on va aller l'attacher avec un tuteur et pendant la saison estivale, bien entendu, pendant la période hivernale, ce pampre, on va l'attacher comme les autres, on va le tailler comme un cep normal avec une taille de formation. Puis on ira ensuite produire sur ce pampre et sur nouveau cep. Donc on va garantir la récolte, on va éviter cette perte de récolte en continuant à produire avec un double tronc, avec le tronc d'origine, le vieux bois, mais également ce pampre. Et au moment où on aura décidé, où là, le jeune cep, ce jeune pampre en tout cas, aura assez de récolte, on jugera suffisant la récolte qu'il porte, on viendra sectionner l'ancien cep pour partir avec ce nouveau cep. On va rajeunir le cep et avoir un nouveau tronc. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient de façon précoce dans la gestion des maladies du bois. On intervient bien avant l'apparition des symptômes en essayant de rajeunir de plus en plus son cep de vigne. Donc c'est quelque chose qui peut être pratiqué une fois, mais plusieurs fois dans la vie d'un cep. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus la vigne est jeune et plus elle va produire de pampres. Donc c'est toujours plus simple de pratiquer cette technique sur des vignes jeunes. Et comme vous le comprenez, on ne va pas recéper une parcelle en même temps, mais on va y aller progressivement. Donc, pour favoriser cette technique, on va forcément éviter
les pamperages chimiques. Et puis, pour aider la vigne à produire des pampres, on va réaliser une entaille, donc une entaille de 3 à 4 cm à la base du tronc, environ quelques centimètres, 1 à 2 cm au-dessus de la pampre, où on souhaite un départ du pampre, pardon. Et il est bon à savoir aussi qu'on a certains cépages qui vont produire beaucoup de pampres, à l'inverse de certains qui vont en produire très peu. Donc, c'est important de connaître un petit peu son cépage, mais également la production de son cépage, de ce parcellaire en termes de pampres, avant de réaliser cette technique. Des cépages, par exemple, comme le Riesling, vont produire très peu de pampres, donc ce n'est pas forcément une technique recommandée pour ce cépage-là, à l'inverse du Merlot qui va produire un nombre important de pampres. Donc c'est une technique forcément à réaliser sur des cépages qui vont produire beaucoup de pampres et avant de généraliser, à essayer sur des parties de parcelles avant d'y aller franchement sur une parcelle. Alors, à côté de ce recépage précoce, on a un recépage qui, là, est forcé. Donc, on n'est pas vraiment sur de la prévention, mais aussi sur une partie de pratique curative. Donc là, on va sectionner, décapiter un cep après les vendanges, au moment de l'automne, notamment pour ralentir la propagation des maladies. Donc, on va décapiter à chaque fois ce cep lorsque on aura une apparition de symptômes, des symptômes foliaires de maladie du bois. On peut imaginer du BDA, de l'ESCA, mais également de l'eutypiose. Donc, on va sectionner, comme on le voit sur le dessin, ce cep-là. On va faire attention, bien sûr, que cette section sera en dessous des nécroses des maladies du bois qui sont présentes dans le tronc. Puis, à la saison estivale suivante, on va sélectionner et tutorer un pampre qui va repartir de la base. Donc, il faut faire attention à ne pas sélectionner un pampre, ou en tout cas un bois qui partirait du porte-greffe. Donc, on veut vraiment que ça parte du greffon. Donc, on va sélectionner et tutorer ce pampre. Et puis, classiquement, derrière, on va l'amener au niveau des fils, réaliser une taille de formation en fonction de la vigueur conférée par ce pampre. Et puis, forcément, derrière, ça va être cette partie-là qui va rester en production. Donc, il faut faire attention à ne pas utiliser l'ancien tronc homologue comme tuteur, donc qu'il ne touche pas ce nouveau pampre, bien tutorer le nouveau pampre avec quelque chose d'indépendant, et puis forcément protéger la plaie que l'on va faire en sectionnant ce grand cep. Et je l'ai dit, c'est quelque chose qui est curatif, donc qui ralentit la propagation des maladies du bois, mais néanmoins, ça restera inefficace en cas d'apoplexie. Donc c'est quelque chose qui arrive dès les premiers symptômes. Et plus il sera tôt dans l'apparition des premiers symptômes, et plus il sera efficace, notamment ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à la nécrose des maladies du bois qui peut être présente dans le tronc. Donc, quel coût, quelle efficacité de cette technique? Donc, trois justifications de cette technique de recépage. Donc, la première est qu'il faut qu'il y ait une durée de vie suffisante de la parcelle après le recépage. On l'estime à au moins 10 ans à peu près. Dans la littérature, on parle entre 5 et 15 ans. Donc, on l'estime à peu près autour de ces âges-là. Il faut un prix de vin qui soit supérieur à 80 centimes de litre. On a à peu près autour d'1 € le litre pour réaliser cette technique qui a un certain coût. Donc, il faut une certaine rentabilité derrière. Et pour que cette technique soit rentable, il faut que le taux de réussite du recépage soit supérieur à 20%. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre qu'on ait trop de maladies du bois pour le réaliser, mais également que la vigne puisse avoir une durée de vie assez suffisante derrière. Donc, on estime le coût. Donc là, c'est issu de différents travaux, comme je vous l'ai dit en introduction. Donc, c'est pour ça qu'on a un coût compris entre deux chiffres, puisque le coût de cette technique, lorsqu'on a un taux de réussite environ de 60%, est estimé entre 3 et 4,50 € par cep. Donc voilà pour la première technique qu'on va aborder aujourd'hui. Une seconde technique, donc on va parler du regreffage. Donc cette fois-ci, on est pleinement sur une technique curative, puisque là, on va conserver, comme la technique précédente, la partie racinaire. On va cette fois-ci pas conserver le greffon, mais on va uniquement conserver le porte-greffe. Donc là, c'est pour régénérer des ceps surtout atteints de maladies du bois. Donc au moment de l'apparition des symptômes, on va pratiquer cette technique, ce qu'on appelle le regreffage en fente. Vous voyez forcément sur la photo, on sectionne la partie
du porte-greffe. On enlève le pied de vigne, on laisse uniquement le porte-greffe. Et puis, on va tailler une fente dans laquelle on va insérer un nouveau greffon. Donc, c'est une technique qui, contrairement à la précédente, demande un coup de main et une expérience assez importante. Donc, je vais vous le dire plusieurs fois au cours de cette présentation, mais n'hésitez pas à aller vous former, à aller voir vos conseillers pour qu'ils puissent vous accompagner à la formation à ces techniques-là qui présentent une certaine technicité, notamment pour le regreffage et pour le curetage, donc on verra ensuite. Donc l'intérêt est toujours le même, on conserve le système racinaire actuel, donc on a un retour en production de pleine récolte qui est assez rapide. Il est estimé à peu près à 2 ans, voire on a dans certains endroits où des vigueurs assez importantes, on a un retour en pleine récolte dès la première année après le regreffage. Donc une méthode détaillée ici avec certains points de vigilance, donc une méthode beaucoup plus lourde et qui demande beaucoup plus de rigueur en tout cas dans la mise en place. Donc comment ça se fait, comment on la met en place? Donc première chose à réaliser, donc c'est aller prélever des greffons, donc forcément au moment de l'hiver. Donc des bois en parfait état, des greffons en parfait état, les bois doivent être secs, les bourgeons ne doivent pas avoir débourré et plus communément, on va essayer d'aller prélever ces bois sur des jeunes vignes. Donc on va mettre ces greffons au frigo, puis lorsqu'on aura décidé de réaliser le greffage, 2-3 jours avant, on va réhydrater ces greffons et on va garder uniquement les greffons dont la bourre, dont les bourgeons auront commencé à gonfler. Donc à partir de ce moment-là, on y va progressivement, on sélectionne uniquement les greffons que l'on souhaite regreffer le jour de notre greffage. On ne les sort pas forcément tous à ce moment-là de l'eau, donc on les prend. On fait des découpes, donc c'est-à-dire que les greffons doivent avoir des biseaux taillés bien droits. J'espère que vous voyez bien sur la photo, donc un biseau qui doit rentrer parfaitement dans la fente qui a été faite sur le porte-greffe. Il faut absolument pas qu'il y ait de points qui dépassent, d'air qui dépasse, etc. Il faut réellement que le greffon comme le porte-greffe ne forment plus qu'un au moment de cette mise du biseau dans la fente. Donc on va regreffer et puis ensuite on va buter, donc c'est-à-dire qu'on va recouvrir l'ensemble de terre pour permettre à le protéger au moment de l'hiver et dans la saison hivernale, et on viendra l'enlever uniquement au printemps suivant lorsqu'on va commencer à nouveau fin d'hiver tailler ce nouveau cep qui va partir et qui va former de nouvelles grappes de raisin. Donc cette technique qui est, je l'ai dit plusieurs fois, mais qui demande une certaine technicité, beaucoup d'expérience et d'apprentissage qui peuvent être longs, mais lorsqu'elle est bien réalisée par des personnes qui ont l'habitude de le faire, on a beaucoup de retours de vignerons là-dessus. On a des taux de réussite qui sont en moyenne autour de 75%. On a pas mal aussi de témoignages de vignerons qui nous disent qu'ils ont des taux de réussite qui approchent les 90%. Donc on a estimé, alors il y a des estimations assez limité là-dessus, mais on arrive à peu près à un même niveau de rentabilité économique qu'une plantation lorsqu'on a un taux de réussite qui est de 50%. Donc on peut greffer, alors un bon greffeur va réaliser, en tout cas va regreffer 110 maximum de plants par jour, mais on estime plutôt autour de 70-80 les plants, le nombre de plants qui peuvent être regreffés par jour. Donc le coût va varier, le coût forcément va varier du taux de réussite, mais également de ce qu'on choisit de mettre en place, appel à un prestataire ou si on le fait nous-mêmes par exemple. Ce coût varie entre 2,90 € et 5,30 € dans la littérature, donc on a un écart assez important. Et pour comparaison, le prix d'un complant, lorsqu'on additionne la main-d'œuvre, etc., on a un coût de revient qui est de 8 à 10 €. Donc ça reste une technique forcément moins onéreuse que la complantation et qui aussi en termes de temps, je ne l'ai pas forcément mis dans ma présentation, mais on a une technique en termes de temps qui demande moins de temps que la complantation et avec forcément un retour aussi en production, en pleine production, beaucoup plus rapide. Le retour en pleine production des complants est estimé entre 7 et 9 ans. Donc là, on a un retour en pleine production qui est d'environ 2 ans. Dernière technique, donc là, on va parler du curetage. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du regreffage où il fallait une certaine technicité et de l'expérience. Alors là, c'est une technique qui demande encore plus d'apprentissage.
hein, une expérience assez importante, mais forcément une formation à la base beaucoup plus longue, notamment pour pouvoir supprimer l'ensemble du mois malade hein, lorsqu'on effectue un curetage pour que le curetage soit efficace à 100%. Sinon, ça demandera de revenir et on y passera forcément beaucoup de temps, donc on perdra en rentabilité. Donc, c'est un objectif assez simple, hein, le curetage. On va creuser le tronc à l'aide d'une tronçonneuse pour éliminer l'ensemble du bois endommagé par l'amadou. Donc, on va préserver uniquement le bois fonctionnel et le flux de sève. Donc, c'est une pratique qui se réalise lorsqu'on a une apparition de symptômes de maladie du bois. Donc, c'est vraiment pour limiter les effets. On va enlever tout le bois qui est mort et où il y a une présence de champignons à l'intérieur. Donc, on tronçonne, on détecte en fait l'endroit sur le cep où il y a du bois mort et puis on va aller tronçonner l'intérieur hein, sans toucher forcément au bois vivant ni au flux de sève. Et il faut vraiment enlever l'ensemble de cette partie malade pour qu'un curetage soit efficace à 100%. Donc, c'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une formation et un apprentissage de cette technique est très important à mettre en œuvre pour la réussite pleine de cette technique. Donc, quelle efficacité, quel coût hein, le coût, je vais passer assez vite dessus parce que Adeline, tout à l'heure, va vous parler vraiment de la rentabilité du curetage, hein, de l'intérêt de la pratique du curetage. Donc, une efficacité qui est assez bonne, hein, efficacité sur des cèpes, notamment qui présentent des symptômes de maladie du bois. Hein, c'est une pratique pratiquée depuis de très nombreuses années par certains viticulteurs et notamment du Sancerrois qui préservent leur vignoble des maladies du bois de cette façon-là. Donc, on a des parcelles qui aujourd'hui n'ont plus ou presque pas de symptômes de maladie du bois grâce au curetage. Donc, plus les symptômes sont légers, plus la pratique est pratiquée de façon en amont ou très tôt dans l'apparition des symptômes, et plus elle sera efficace. En fait, plus on aura moins d'amadou à enlever, donc plus ça sera facile pour l'enlever et d'avoir quelque chose de propre. Forcément, plus la vigne sera jeune et plus les résultats seront meilleurs. Hein, c'est ce que nous montre. On a des taux de réussite qui sont variables, hein, mais l'expérience nous montre, hein, notamment dans les groupes de viticulteurs acteurs des projets mobilisation innovation vigneronne des chambres d'agriculture, que même des vignerons qui sont en cours de formation arrivent à des taux de réussite qui dépassent les 50%, et chez les vignerons les mieux formés ou qui sont formés depuis de nombreuses années, hein, ce taux de réussite peut atteindre les 90%. Donc après, on a une grande variation dans le coût du curetage lorsqu'on le ramène à un cep ou même une parcelle, puisque ça dépend beaucoup du temps que l'on met à cureter. Hein. Ce temps va dépendre de nombreux facteurs, et en particulier de la taille qui va être employée. Hein. Un cep en guyot va être forcément beaucoup plus facile à tailler à cureter qu'un cep en gobelet ou d'autres, et également le cépage va beaucoup influencer ce temps de curetage. Donc, en moyenne, on parle d'un temps de 5 minutes par cep, mais ce temps peut aller jusqu'à 20 minutes dans certaines régions et avec certains modes de taille. Donc, c'est pour ça qu'on a un coût qui varie de 2,40 € jusqu'à 9,20 € en moyenne. Hein, et après, vous le verrez dans la présentation d'Adeline, mais ce coût peut être encore plus important dans certaines régions, notamment liées au temps que l'on va passer à cureter. Je vous remercie pour votre attention. Du coup, je vais pouvoir te poser quelques questions, Adeline. Anastasia, pardon. Donc, nous avons reçu des questions concernant le recépage. Notamment, est-ce que tu pourrais préciser les sources de tes chiffres sur les coûts au niveau du recépage et au niveau du curetage notamment? Est-ce que ou tu pourras peut-être nous l'envoyer aux auditeurs? Je peux les préciser à l'oral, je les ai un peu sous les yeux. Donc, pour les coûts du recépage, on a des chiffres qui viennent en particulier du BNIC de Cognac et également du Sud-Ouest, donc qui peuvent venir par moment de vignerons, mais également des chambres d'agriculture du Sud-Ouest qui ont réalisé des expérimentations et des mises en pratique de cette technique-là pour avoir les coûts. Et concernant le curetage, on a des chiffres qui viennent de la SICAVAC, de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, de l'ATV 49 et également
de la chambre, en fait, des groupes MIVIN, donc de la chambre d'agriculture de la Drôme et du Vaucluse. Donc j'ai essayé de faire une compilation de tout ce qui existait actuellement, hein. Donc s'il y a des personnes qui assistent à ce webinaire et qui ont d'autres chiffres, hein, qui n'hésitent pas à me l'envoyer, hein. Le but, c'est de faire une compilation de tout ce qui existe, hein. Cette présentation sera complétée par un article qui est déjà sur les sites de l'IFV, hein, vin20.com et du plan dépérissement. Donc, si vous en avez de nouveaux, venez envoyez-les-moi, n'hésitez pas pour qu'on puisse alimenter l'ensemble de ces références-là, hein. Le but, c'est d'avoir des références les plus proches du terrain et les plus proches de ce qui peut être pratiqué aujourd'hui sur nos vignobles. Parfait. Merci pour cette réponse précise. Il y avait une autre question sur la protection des plaies de taille au niveau du recépage. Tu disais qu'il fallait bien protéger la plaie qu'on avait formée. Avec quoi on peut les protéger quand on fait du recépage, qu'il soit précoce ou forcé? Oh, pardon, je réactive le micro. Oui, alors on peut les protéger notamment avec des biocontrôles ou tout ce qui peut protéger aujourd'hui, qui existe sur le marché, qui protège les plaies de taille contre les maladies du bois. Donc, c'est vraiment tous ces produits-là qui vont nous permettre de protéger la plaie qui va être réalisée notamment au moment de la décapitation. Ok, autre question. Pendant le regreffage, tu as dit qu'il fallait que les bois soient secs. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, quand on prélève les greffons, quand ils soient secs, c'est qu'ils soient bien aoutés et qu'on ait quelque chose. On ne va pas aller prélever les greffons lorsque le bois ne sera pas complètement aouté ou ne sera pas de calibre assez important. Donc, quand on parle de bois sec, c'est plutôt de bois aouté dont on veut parler. Ok, j'avais une autre question un peu à l'inverse. Au niveau du regreffage, toujours, les greffons doivent-ils être humidifiés ou être mis dans l'eau? Ils doivent être mis dans l'eau pendant 24 heures. Donc, humidifié, c'est plutôt mis dans l'eau. C'est la tête des greffons qui va être mis dans l'eau pour permettre à l'eau, avec une capillarité, de pénétrer dans le bois. Donc, on les immerge pas complètement, mais on immerge une petite partie. Ok. Et j'ai une dernière question qui sort un petit peu du champ des techniques curatives que tu nous as présentées là maintenant. Est-ce qu'il y a des essais ou des fiches techniques auxquelles on peut se référer quant à l'utilisation d'ozone comme technique curative des maladies du bois? Je sais qu'il y en a sur le site du plan dépérissement, mais je te laisse compléter. C'est ce que j'allais dire, hein. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça, donc je vous invite à aller consulter une fiche technique et un article également écrit par Olivier Iobrega sur le site du plan dépérissement qui évoque cette thématique sur l'ozone et les pratiques curatives. Ben, merci beaucoup Anastasia. Je pense qu'on peut arrêter cette séance de questions. Je vais passer la parole à Adeline Ugaglia de Bordeaux Sciences Agro qui va continuer ce webinaire. À toi, Adeline. Bon. Du coup, je vais me présenter pour commencer. Je suis maître de conférence en économie à Bordeaux Sciences Agro et je fais mes recherches dans le cadre de l'UMR Santé et Agroécologie du Vignoble, qui est une UMR INRAE qui est située à Bordeaux. Donc en fait, pour compléter le propos d'Anastasia, je vais vous présenter des travaux qui sont en cours sur l'impact technico-économique des pratiques curatives et en particulier le curetage. En fait, les travaux dont je vais vous parler sont l'objet d'un projet de recherche donc, qui s'appelle DECIDEP,
pour analyser l'impact technico-économique des pratiques culturales afin de limiter le dépérissement du vignoble dans les exploitations viticoles. Donc, c'est un projet qui est financé par le Plan national dépérissement vignoble et qui a commencé l'année dernière. Donc, on est vraiment en cours de travail. L'idée, c'était d'aller essayer, à travers 2 actions, d'identifier les pratiques qui peuvent avoir un lien pour accentuer ou limiter le dépérissement. Et aussi, dans une autre partie, d'avoir une analyse économique des pratiques, puisque Anastasia vous en a parlé, on est capable, hein, on trouve dans la littérature de diverses interprofessions ou organismes de développement ou d'accompagnement des viticulteurs d'avoir des coûts, mais on n'a pas d'études qui travaillent sur la combinaison de différentes pratiques et on n'a pas forcément non plus d'études dans le temps long. On a le coût et puis on n'a pas forcément le retour sur investissement, si je peux l'appeler comme ça, dans le temps long, ce qu'on peut y gagner en termes de rendement ou de revenus. Donc, du coup, l'idée de ce projet, c'était d'aller étudier ça à la manière un peu d'équipes américaines qui l'ont fait pour le typiose notamment et pour des pratiques préventives sur des cépages de raisins pour la consommation et non pas pour le vin. Donc là, nous, du coup, on s'est positionné plutôt sur une pratique curative et on a commencé par s'intéresser au curetage puisqu'on avait un petit peu d'éléments là-dessus pour travailler. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que les pratiques culturelles, elles vont avoir un coût lié notamment au temps qu'il va falloir passer pour les mettre en œuvre, pour lutter contre le dépérissement. Et elles vont aussi avoir du coup un effet sur le rendement qu'on va pouvoir récupérer, mais aussi sur la longévité des parcelles, si on prend les deux variables qui impactent le dépérissement. Et donc, ces pratiques, elles vont influencer tous les ans le résultat économique tout au long de la durée de vie d'une parcelle. Donc, en fait, notre rôle, nous, puisque toutes les petites données qu'on a sur les coûts, notamment, elles sont éparses et disséminées un petit peu dans tous les vignobles pour certains cas particuliers, etc. Et qu'on n'a pas d'expérimentation avec des répétitions sur un grand nombre d'années correspondant à la durée d'une vie d'une parcelle. Notre mission dans ce projet, notamment au travers d'une thèse, c'est de développer des équations et un modèle de simulation bioéconomique en commençant par le curetage pour lutter contre l'ESCA. Et donc, ce sont des résultats provisoires que je vais vous présenter puisque on va être amené à complexifier le modèle. Donc, du coup, pour vous montrer un petit peu, alors je vous fais grâce des équations, je l'ai mis plutôt sous forme de schéma. L'idée, c'est qu'on gère dans le modèle une parcelle avec un certain nombre de pieds de vigne. Donc, la densité peut dépendre de l'endroit dans lequel on se situe. On peut le faire varier dans le modèle. Et tous les ans, notre pool de cèpes de la parcelle peut être soit sain, soit symptomatique, soit mort, soit parce qu'il était symptomatique avant, soit parce qu'il est passé en forme apoplectique directement. Et donc, en fonction de la sévérité de la maladie, on va avoir plus ou moins de cèpes symptomatiques ou morts qui vont impacter le rendement de la parcelle. Donc, on va avoir un module grâce à des études d'épidémiologistes qui va simuler cette sévérité du dépérissement et donc le nombre de cèpes et leur statut sanitaire. Ensuite, on va avoir un module donc, qui gère la contribution au rendement de chaque cep, qui va être différente en fonction de son état sanitaire. S'il est sain, symptomatique ou s'il est mort, évidemment, sa contribution sera nulle. Et ensuite, nous, on va calculer la rentabilité de la parcelle tous les ans en intégrant le coût du curetage s'il est réalisé et en intégrant aussi le prix de vente des produits. Donc, en fait, s'il est réalisé, le curetage, il va intervenir à ce niveau-là, voilà, dans notre modèle. Et on va le gérer avec 2 niveaux. Alors, on va faire un curetage post-récolte. On va faire un curetage comme connu d'après les publications qu'on a dans les jeunes années de la parcelle, en tout cas dans sa première moitié de vie, si on considère une 50aine d'années, ce qui, je vous l'accorde, est un temps long, mais j'ai les résultats pour tous les ans dans le modèle, donc on peut s'accorder à la durée de vie de la parcelle. On va commencer à cureter à l'apparition des symptômes de l'ESCA vers 10 ans. Et on va s'arrêter vers 25 ans, car après, on sait que le curetage n'est plus si efficace ou en tout cas plus aussi rentable. Et on va gérer 2 niveaux d'efficacité. Une efficacité qu'on constate dans des exploitations qui l'expérimentent, qui est très bonne, où ensuite les cèpes ne réexpriment pas de symptômes et ne meurent pas. Donc, une efficacité forte. Et on va gérer aussi une efficacité faible, puisqu'il y a des questions voilà, d'habitude à prendre, de formation, qui peuvent impacter sur l'efficacité du curetage. Donc, on gère aussi un niveau d'efficacité faible.
Dans le modèle, on gère 3 sévérités de la maladie de l'ESCA, donc de faible à forte. Et là, la différence entre une sévérité faible, moyenne et forte, c'est le nombre de CEP qui vont exprimer les symptômes chaque année, donc ils vont rentrer dans la forme symptomatique, sachant qu'évidemment, comme sur le terrain, ils n'en expriment pas tous les ans. Et le nombre de CEP qui va aussi mourir tous les ans va être différent en fonction de la sévérité de la maladie. Et ça, c'est appuyé sur des travaux d'épidémiologistes. Et enfin, on va gérer différents niveaux de coûts. Anastasia vous a donné une gamme de coûts. Là, j'ai pas tout à fait la même, mais c'est vrai que on a notamment récupéré des résultats de la SICAVAC là, qui sont entre 2 et 3 euros par CEP. Nous, on va jusqu'à 15 euros parce qu'on sait qu'en prestation de service, en réalisation externe à l'exploitation, ça peut arriver que ça monte à des coûts très élevés. Et on teste aussi différents niveaux de valorisation du vin pour éventuellement mesurer si dans des appellations ou des zones moins prestigieuses que d'autres, ça peut être aussi rentable puisqu'on entend parfois que ces pratiques sont réservées aux châteaux qui valorisent le mieux leurs produits. Donc du coup, en sortie des modèles, donc ça c'est ce qu'on simule, donc il n'est pas donné. Tous les ans, je vais récupérer le taux de manquant de la parcelle, ce qui va pouvoir être important parce que dans certaines appellations, au-delà d'un certain taux de manquant, les parcelles sont arrachées. Là, donc je vais récupérer la durée de vie de la parcelle, le rendement tous les ans et le rendement cumulé, le chiffre d'affaires tous les ans et le chiffre d'affaires cumulé, et la rentabilité cumulée. Donc, pour vous donner quelques exemples, donc j'insiste sur le fait que ce sont des résultats provisoires parce que là, on raisonne toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que je ne fais dans mon modèle que du curetage et je ne fais pas de complantation ou je ne replante pas ma parcelle même après repos une fois qu'elle a été arrachée. Mais par comparaison à ne rien faire, le curetage, voilà, on voit que en cas de sévérité faible, on a quelques années de durée de vie à gagner sur les 50 ans possibles que j'ai laissés dans le modèle. Par contre, en termes de sévérité moyenne ou forte, on voit que à cureté, bien évidemment, on gagne, parfois on double même la durée de vie de la parcelle par comparaison à ne rien faire. Donc du coup, pour conclure, il semblerait que le curetage soit rentable dans le temps long en cas de sévérité moyenne ou forte. Bon, alors, effectivement, il faut avoir la trésorerie pour assumer, mais ça veut dire qu'il y a un intérêt économique dans le temps long à pas avoir à renouveler sa parcelle trop vite. Que les gains de rendement et de rentabilité, du coup, sont notamment dus à l'augmentation de la longévité de la parcelle. Et la méthode est d'autant plus rentable que le curetage est efficace, qui plaide pour la formation, et que le niveau de valorisation est important. Mais ça semble complètement compatible avec des appellations qui ne sont pas forcément les plus prestigieuses. Et du coup, en termes de perspective, au-delà de l'amélioration concrète du modèle, l'idée, c'est que plus on aura de retours d'expérience sur l'impact du curetage, sur le rendement notamment et sur la maladie, plus on pourra tester nos équations pour d'autres régions viticoles. Et ensuite, l'idée, ça serait vraiment de pouvoir intégrer dans le modèle une comparaison à la complantation, par exemple, de pouvoir intégrer l'arrachage et la replantation quand les parcelles meurent très précocement à cause de l'ESCA, par exemple, voire aller jusqu'à étudier des itinéraires techniques et leur impact sur le rendement et la rentabilité. Voilà. Ça ne dit rien des autres freins ou leviers qu'il pourrait y avoir à l'adoption de ces pratiques, mais ça permet un petit peu d'avancer dans le raisonnement et dans la réflexion quant à l'adoption de ces pratiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Adeline pour cette présentation très claire. Il y a moins de questions qui sont arrivées. Il y en a une notamment qui te demande, quand tu parles de sévérité forte, est-ce que c'est 10 ou 15% de ces malades ou est-ce que c'est plus? Qu'est-ce que tu entends par sévérité forte? Alors, en fait, ce que ça gère dans le modèle, la sévérité, ça va gérer le pourcentage de CEP qui, chaque année, passe d'un statut sain à symptomatique, d'un statut sain à mort et d'un statut symptomatique à mort. Et en fait, c'est ces 3 pourcentages qui varient en fonction de la sévérité de la maladie. Alors, je suis en train de les chercher parce que je ne les avais pas sous les yeux. Par exemple, en cas de sévérité faible, par exemple, on n'a pas de forme apopleptique, c'est vraiment juste quelques CEP symptomatiques tous les ans. Alors que, par exemple, en cas de sévérité forte, on a à peu près 5% de CEP symptomatiques, 1% de forme apopleptique. Alors,
il faudrait que je le dise mieux que ça. 5% de cep qui passe de... non, alors, attendez. 5% de cep qui passe de asymptomatique à symptomatique. 1% de cep qui passe d'asymptomatique à mort, donc les formes apoplectiques, et 45% de symptomatiques qui meurent. Donc là, on a une mortalité qui est très importante dans le modèle. Ce qui n'est pas du tout le cas de la sévérité moyenne et encore moins le cas de la sévérité faible. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que Anastasia peut revenir parce qu'on a des questions qui reviennent et qui serait bien que vous puissiez répondre à toutes les deux. Notamment, Anastasia, si tu m'entends, j'en ai une sur la date idéale de regreffage. C'est vrai qu'on n'en a pas reparlé et c'est une question qui me semble pertinente. Alors, c'est plutôt au printemps. Je crois que j'avais mis dans ma presse, plutôt entre le 20 avril et le 20 juin. C'est là où on a les meilleures efficacités, hein. On sait que certains les pratiquent en automne, mais dans la littérature, les efficacités, en tout cas, des regreffages pratiqués à l'automne sont moins importantes que lorsqu'il est pratiqué au printemps. Ok, et question un petit peu technique. Quelle est la longueur du cône de dessèchement avant le pompe? Qu'est-ce qu'il faudrait garder comme cône de dessèchement au niveau du recépage forcé? Est-ce que c'est vraiment un cône long ou quelque chose d'assez court? On va garder à la base du tronc, ça va être vraiment lié à l'endroit où on aura les nécroses de maladie du bois, hein. Le but, c'est pas d'en garder un grand, hein, c'est de garder le minimum. Mais en fonction des nécroses, on peut en garder, si elles n'ont pas complètement pénétré le tronc jusqu'en bas, on peut garder une certaine stature de la souche restante de l'ancien bois, hein. Mais la première raison, c'est surtout corrélé à la nécrose des maladies du bois présentes dans le tronc. J'ai encore des questions pour Anastasia, notamment sur le regreffage. Une question relative à l'irrigation. Est-ce qu'il faut arroser comme si on faisait une plantation ou est-ce qu'on laisse le plan évoluer comme il veut en fonction des conditions climatiques? On n'a pas besoin d'arroser, hein, parce qu'on a un système racinaire qui est en place. C'est tout l'intérêt aussi du regreffage. Donc l'arrosage, comme on peut le pratiquer lorsqu'on fait une complantation, n'est pas nécessaire. Ok, alors maintenant j'ai une autre question pour Adeline. Le modèle des coûts que tu nous as présenté, est-ce qu'il pourra être adapté à court ou moyen terme à d'autres régions viticoles? Oui, alors c'est l'idée, c'est pas compris dans le projet, mais l'idée de le tester sur d'autres régions, oui. Et ce qui n'est pas compris dans le projet, mais qui est l'objectif à la fin, c'est qu'on puisse fournir tout le modèle et pourquoi pas le mettre à disposition pour développer un outil qui permettrait, en rentrant les conditions dans lesquelles on se trouve, la région viticole, etc., de pouvoir générer pour un viticulteur qui le souhaiterait, du coup, sa simulation dans son cas particulier à lui, avec sa densité, son cépage, son objectif de rendement. Et du coup, c'est quelque chose qui est faisable parce que les Américains l'ont fait. Ils ont développé une petite appli web adaptée au cépage et à leurs conditions là-bas. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est qu'à la fin de la thèse, on puisse tout fournir pour que ce soit faisable pour la profession. Ok. Ah oui, et alors il y a une remarque d'une personne de la salle qui nous dit que ce serait bien d'avoir une étude, alors c'est plutôt une perspective, hein, de réaliser une étude sur les coûts des pratiques cumulées. Par exemple, sur certaines exploitations, le recépage, le greffage en fonte et le curetage sont pratiqués en parallèle et ces trois méthodes permettent ainsi de lisser les opérations de complantation sur les parcelles. Ce serait bien du coup d'avoir une étude comparative de ces pratiques cumulées. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé? Oui, du coup, c'est tout à fait dans l'idée de ce qu'on va essayer de faire. Donc, on a commencé simple, une pratique, un facteur de dépérissement. L'idée, c'est justement de pouvoir ensuite être assez agile avec les équations
combiner les différentes pratiques dans une même exploitation. C'est un peu l'idée d'itinéraire technique que je disais. En tout cas, c'est l'ensemble des pratiques qui permettraient de gérer des maladies du bois, mais même le dépérissement dans un sens plus large. Donc, il faut qu'on travaille encore avec les agronomes et les épidémiologistes parce que Anastasia le disait tout à l'heure, le nerf de la guerre, c'est les données et savoir comment les choses jouent les unes sur les autres, notamment en termes de rendement et de longévité des parcelles. Mais c'est bien l'idée. C'est tout à fait l'idée de la manière dont on va essayer de complexifier les choses maintenant en prenant en compte des ensembles de pratiques. Ok, on a encore un petit peu de temps. Je vais du coup reprendre une question sur le surgreffage. Alors, c'est plutôt une question pour Anastasia. Est-ce que tu peux nous dire si le surgreffage a un impact sur les maladies du bois? Et est-ce qu'il y a eu des études d'impact sur ce sujet-là? Ok, oui, alors surgreffage, c'est un peu assimilé au regreffage. On a des données là-dessus, hein. On a notamment une fiche technique sur le site du plan dépérissement qui évoque cette pratique du surgreffage et notamment son impact pour freiner les maladies du bois. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du plan dépérissement. Je ne suis pas en capacité vraiment de vous détailler tout ce qu'il y a dans cette fiche technique, mais voilà, elle existe et il y a des données par rapport à cette pratique. Alors, autre question technique, si on maîtrise les trois pratiques donc, dont on vient de parler, quelle méthode est à privilégier? Qu'est-ce qui vaut mieux? Tu nous as déjà présenté les avantages et les inconvénients, mais est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller? Il faut tout prendre en compte, hein, la sensibilité de ces parcelles aux maladies du bois, la valorisation de ces parcelles que l'on a, l'âge de sa parcelle, les cépages. Hein, certains cépages sont plus favorables à certaines techniques que d'autres, la technique de taille pratiquée, hein, on l'a dit pour le curetage. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs quand même à analyser et je pense que l'analyse doit se faire par parcelle et par produit en tout cas auquel la parcelle est destinée derrière notamment. Mais il n'y a pas une meilleure technique qu'une autre. Hein. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Donc, c'est difficile de répondre sur la technique à privilégier sur les trois. Ok, merci pour cette réponse. Je pense avoir fait le tour des questions. J'en vois plus d'autres arriver. Est-ce qu'il y a des précisions ou des informations que vous voulez nous rappeler pour conclure? Bah, allez vous former, allez voir vos conseillers et notamment par rapport à ces techniques. Hein, je l'ai beaucoup répété, mais elles demandent une certaine maîtrise et une certaine expérience. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire guider, notamment dans la pratique du geste et dans la pratique de la technique. Hein. C'est en complément. Hein, ce que je vous ai dit, je ne vous apprends pas à réaliser la pratique, je vous donne juste les clés. Et en tout cas, pour vous guider et vous accompagner dans le choix du pratique, mais allez vous former, allez voir vos conseillers pour acquérir le bon geste et la bonne technique. Et juste pour compléter, pour ceux qui auraient déjà testé des choses, ben, je pense que c'est important pour nous. Enfin, voilà, moi qui travaille sur un modèle, on ne peut travailler que si on peut le calibrer et le tester sur des données réelles. Donc, s'il y en a qui ont des retours d'expérience, que ce soit sur les coûts, l'influence sur le rendement, la longévité des parcelles, c'est toujours intéressant pour nous aussi d'avoir ce genre d'informations-là pour valider nos travaux.